Préface. En 2005, il s'est produit en Algérie un événement qui allait révolutionner les paysages de l'Afrique. Nous connaissons le désert au travers des images, des cailloux brûlés de soleil, des caravanes sur les crêtes des dunes, une oasis isolée ou juste un mirage. On a du mal à imaginer qu'on puisse y faire pousser quelque chose. Pour un scientifique de formation occidentale, faire pousser des plantes dans le désert renvoie à des techniques de régulation dont la maîtrise est inimaginable. On peut casser les pierres, laver le sable salé, dessaler l'eau de mer et la transporter par pipeline. Les serres équipées de panneaux high-tech à base de silane peuvent climatiser d'immenses surfaces sans être desséchées par le soleil. Des engrais foliaires et des micro-organismes efficaces assurent la croissance jusqu'à ce que la couche d'humus se régénère. Une belle appréhension du possible, appelons cela un mirage de l'esprit. Jannah signifie paradis en arabe. Jannan, à l'étymologie proche, signifie tout simplement jardin. Depuis 2004, Jannan s'est développé jusqu'à devenir une vraie localité au sud de l'Algérie. Un jardin, un coin de paradis vert en bordure du Sahara, dans une vallée qui n'avait connu jusque-là que les cailloux, le sable et une chaleur étouffante. C'est ici, à Jannan, que des gens sont venus s'installer à partir de 2010, en apportant avec eux des technologies de construction de logements collectifs. On ressent ici quelque chose qui fait que cet espace vert est différent des autres oasis créées par l'homme. Jannan est l'œuvre d'une famille. L'investissement en capital, en énergie et en main-d'œuvre est marginal par rapport à tout ce qui a été réalisé. Majid, sa femme et leur famille, les initiateurs du projet, sont en train de mener à la lisière nord du Sahara une action qu'ils dénomment « guérison intégrale de l'environnement ». Il s'agit pour eux de réactiver le pouvoir d'auto-guérison de la nature. Rien de plus, rien de moins. Lorsque j'ai entendu Majid parler pour la première fois, je me suis dit « cet homme porte le paradis dans son cœur ». Et les recherches que je poursuis depuis maintenant une bonne décennie sur les technologies qui permettraient de créer un paradis sur Terre me sont presque apparues comme ridicules. J'avais laissé de côté quelque chose de crucial. Plus Majid m'en apprenait sur Jannan, plus je comprenais qu'il ne s'agissait pas seulement de maîtriser une technologie, mais d'apprendre à trouver le paradis dans son propre cœur. Il va sans dire que ce paradis ne se gagne pas sans travail. Majid avait coutume de dire « Je suis comme une salade, je porte mon cœur dans ma tête ». C'est une réalité. Majid, avec son grand cœur, conjugue aussi deux autres réalités dans sa vie, éléments indissociables du projet. D'une part, un savoir scientifique occidental respectueux de la nature et qui s'en inspire pour assurer son indépendance et atteindre l'autosuffisance. Et d'autre part, une attention portée aux réfugiés africains qui traversent le sud de l'Algérie pour tenter leur chance en Europe. Et qui, au mieux, sont accueillis dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, au pire, meurent en Méditerranée. Le désir de donner une perspective à ces personnes dans leur propre pays, de leur apprendre à faire du désert un foyer, fait désormais partie intégrante de la vision de Jannan. Il s'agit de tisser ces trois fils dans une perspective d'avenir. Les réfugiés fuyant la violence spirituelle de la société industrielle occidentale rencontrent les réfugiés de la violence physique de l'Afrique, dans un jardin créé par un enfant des deux continents. Commençons l'histoire de notre hôte. Un mouvement du cœur extrait du récit autobiographique Mit mir das draußen, avec moi dehors,
de Johannes Großschupf. Nous campions sur les contreforts d'une imposante montagne rocheuse dans le sud de l'Algérie, fouettée et ensablée par les vents du désert depuis des milliers d'années. Ces vents implacables n'avaient pas érodé la montagne de manière uniforme. Ils avaient au contraire creusé des sillons et des ravins profonds dans la roche. La pierre rouge foncée se dressait en forme découpée spectaculaire. Les vents dessinaient dans le désert des limites nettes entre la pierre et le sable. Le sable dérivait en dunes molles. Le rocher restait figé, irrémédiablement voué à son destin, qui était de rejoindre un jour à son tour la mer de sable. Le 4e jour de notre traversée du Sahara, je me suis aventuré dans la nuit, avec 2 compagnons de voyage. Les montagnes ont reculé, une plaine s'est étendue devant nous et au-dessus de nous se déployait le ciel étoilé. Minuscule silhouette, nous nous sommes assis. Nulle part je n'ai vu de ciel nocturne aussi puissant qu'à cet endroit. Les étoiles étaient éblouissantes de lumière. On avait l'impression de pouvoir toucher du doigt la lune et ses mers vides, mais je n'osais pas lever la main. Pas un souffle de vent, nous ne parlions pas. Nous osions à peine respirer. À mesure que nous observions, immobile, le firmament se dévoilait à nous, nous révélant des étoiles de plus en plus étranges, des flots de points lumineux. Mon regard glissait vers des distances et des rapprochements insaisissables, et à un moment donné, il m'a semblé que les milliards de cellules cérébrales de ma tête conversaient avec les milliards d'étoiles du soleil. J'écoutais simplement, étonné, cette conversation océanique et silencieuse. Assis sur le sol du désert, je sentais le mouvement de la terre sous moi et avec moi. Elle tournait lentement vers le matin, de nouveaux flots de lumière surgissaient à l'horizon. Le silence de l'espace résonnait dans ma tête. Et cette nuit-là, de retour au camp, je n'ai pas fait de rêve, j'ai à peine dormi. C'était plutôt le crépuscule qui passait par moi. J'avais perdu mon moi et il ne me manquait pas. Le lendemain matin, on nous a dit de nous dépêcher. Nous avons levé le camp très vite. Nous sommes retournés à l'aérodrome de l'oasis de Djanet, où nous attendaient 2 hélicoptères qui devaient nous emmener sur un plateau rocheux. Je n'aimais pas les hélicoptères, notamment depuis que j'avais survolé les falaises de Kaoué. Mais ces appareils donnaient une impression de robustesse. C'étaient des hélicoptères militaires soviétiques utilisés sur les grandes distances et très spacieux. Les pilotes ajustaient leurs lunettes de soleil. Nous sommes montés à bord. Les énormes rotors ont commencé à tourner. Nous avons décollé. Le vol a duré jusqu'à midi, en pleine chaleur jusqu'au plateau rocheux qui surplombait le désert, de très haut, pour voir les gravures rupestres datant de milliers d'années et représentant des êtres humains aux formes raides. L'heure était difficile à supporter et nous sommes allés nous reposer dans une grotte, à boire de l'eau et à manger de la salade en attendant que les 2 hélicoptères reviennent nous chercher. Notre eau potable était limitée. Un spectacle folklorique était prévu pour le soir et le lendemain matin, nous devions reprendre l'air pour avoir un aperçu de la culture du mois de mai avant de rentrer en Allemagne via Alger. Un grondement sourd nous annonça enfin l'arrivée des hélicoptères. Nous avons rassemblé les restes de nourriture, j'ai transporté une caisse de bouteilles d'eau jusqu'à l'hélicoptère qui attendait rotor en marche. À l'intérieur se trouvaient 3 garçons qui nous observaient en souriant, apparemment les fils du pilote, qui avaient été autorisés à venir avec nous pour ce vol de courte durée. L'habitacle fut bientôt occupé. Ceux qui n'avaient pas de place s'asseyaient sur les réservoirs d'appoint qui servaient pour les vols de longue durée dans le désert. L'hélicoptère vibra au décollage. Le sable fin tourbillonnait en dessous de nous. Nous étions assis les uns contre les autres dans l'odeur âpre et fraîche de l'appareil militaire,
et personne ne parlait. Le pilote cherchait à décrire une courbe élégante au-dessus d'une colline pour gagner de l'altitude au-dessus du plateau en pente. Mais l'hélicoptère soudain piqua du nez. Il se coucha sur le côté. On sait ce que ressentent les passagers d'un avion lorsqu'il y a des trous d'air. Une nausée passagère dont on sourit aussitôt après. J'ai donc poussé un soupir de soulagement lorsque l'hélicoptère s'est redressé. Il tremblait maintenant de partout comme un animal malade et il s'est à nouveau incliné. Cette fois, la queue a heurté la roche. Accroupis dans l'habitacle, nous avons tous eu le frisson. On entendait des voix excitées dans le cockpit, mais elles étaient couvertes par le rugissement des rotors. L'appareil s'est levé de quelques mètres en se balançant. Le pilote semblait enfin le maîtriser et être parvenu à franchir la colline. Puis, l'hélicoptère s'est de nouveau incliné et a fini par tomber. Nous nous sommes dévisagés. Aucun des hélicoptères n'avait pris feu en touchant le sol. L'appareil a pointé du nez. Nous avons été arrachés des banquettes, projetés pêle-mêle avant que l'appareil se couche sur le côté dans un rugissement. Le kérosène giclait des tuyauteries crevées. L'incendie parcourut l'habitacle comme un coup de poing. Le chèche, les foulards blancs des autres voyageurs prirent feu. Je m'étais recroquevillé dans un coin, au fond, les yeux fermés, les lèvres serrées, déjà à moitié asphyxié par les vapeurs âcres du carburant en feu. Les gens roulaient sur moi, levant les bras, leurs vêtements défaits. Mais je n'avais plus la volonté de me lever, je voulais laisser faire. La chaleur augmentait et engloutissait tout. Des flammes géantes léchaient les cloisons et les gens. Je n'entendais pas leurs cris. Mais ils devaient crier certainement. Ils voulaient tous gagner la portière qui était certainement fermée et impossible à ouvrir vu la position de l'épave. Les gens se ruaient vers la portière en essayant de l'ouvrir à main nue. Ils cherchaient à fuir les flammes, à sortir à tout prix. Mais il n'y avait pas d'issue, pas d'échappatoire, pas de salut. C'était la fin. L'incendie se propageait. Il parcourait l'habitacle avec une force fulgurante, à travers une petite déchirure de la carlingue. C'était peut-être la fin, mais je souhaitais qu'elle soit rapide. Et j'ai pris mes distances avec mon corps. Je m'élevais, simple souffle que j'étais, et que je n'étais plus. Je parvenais déjà à me voir d'en haut, allongé en attendant, corps gémissant. Je souhaitais m'élever comme une vapeur, comme un courant d'air qui, pourtant, était toujours capable de voir et de comprendre. Je n'allais pas rester dans ce corps meurtri. C'est de cette manière que je disparaîtrais. Je verrais encore une fois le désert, l'épave flamboyante de l'hélicoptère. Puis, je m'élèverais encore plus haut en éprouvant un léger sentiment de regret. Pour la dernière fois, je verrais le sable infini, les rochers et les montagnes de pierre, peut-être aussi la mer, que j'avais déjà vue de très haut, la chaîne blanche des Alpes, et le visage ridé de l'Europe. Mais je savais que je ne pourrais pas atteindre Berlin, car la vapeur que j'étais devenue était de plus en plus évanescente. J'allais me dissiper et disparaître dans un paysage étranger. Je ne reverrai plus mes enfants. Et ces enfants qui m'observaient quand je suis monté, je m'en suis donc retourné, je suis redescendu dans mon corps, je me suis levé, je ne me suis pas retourné pour voir les autres. La porte du cockpit était ouverte et je suis passé à travers.
La vitre du cockpit avait volé en éclats. En me contorsionnant, je me suis extrait de l'armature en acier. C'est alors que le monde m'est arrivé. Le ciel lumineux s'offrait à moi. Il s'étendait au loin. Il était réel. Je le voyais pour la toute première fois. Je suis tombé sur le sable et j'ai crié mon nom. J'étais délivré. Certes, il faudrait encore une série de miracles pour me ramener à bon port. Mais les miracles se produisent lorsqu'on lâche prise. Enfant, j'étais dingue des films d'aventure américains. Cela allait me servir maintenant. Mon t-shirt n'était plus que lambeaux enflammés. Je me roulais dans le sable pour étouffer les flammes. L'épave de l'hélicoptère, toujours en feu, n'était qu'à quelques pas. Je me suis souvenu des réservoirs d'appoint qui avaient servi de siège. Ils n'allaient sûrement pas tarder à exploser. Je ne m'étais quand même pas échappé de l'hélicoptère pour être rattrapé par l'explosion. Je me suis mis à courir. J'avais à peine fait 30 mètres qu'une détonation déchira l'air derrière moi, suivie d'une autre. Un nuage de fumée noire me parcourut les jambes. Ensuite, les tôles d'acier de la machine se sont disloquées. J'étais hors d'atteinte des flammes. Il ne restait plus que moi. Un instant, je me suis autorisé à espérer que les autres avaient aussi échappé à la mort. Puis, j'ai chassé cette idée de mon esprit. À une certaine distance, j'ai aperçu le copilote qui marchait. Il était apparemment sorti avant moi. Je l'ai appelé, j'ai couru après lui. Il a fini par se retourner lentement vers moi. Je lui ai souri de bonheur. La première personne rencontrée sur Terre. Il avait le côté gauche du visage écorché. Il gardait la tête baissée, les yeux dans le vague. Lorsqu'il me regarda, son regard s'agrandit. Il rejeta la tête en arrière et marmonna quelque chose à propos d'Allah. Je devais avoir un drôle d'air. Ou alors il était trop préoccupé par lui-même. J'ai vu son pistolet qui se balançait dans son étui et j'ai décidé de ne pas le déranger davantage. El Khoril, ami personnel de Majid Abdelaziz, a joué un rôle important dans le développement touristique du Sahara algérien. L'excursion avec les hélicoptères russes était le prélude à une exploitation touristique du Sahara. Mais le voyage lui a coûté la vie. Majid Abdelaziz, d'origine algérienne, avait étudié l'informatique à l'Université technique de Berlin dans les années 80 et obtenu son diplôme d'ingénieur. Et Berlin est devenu sa deuxième patrie. Après ses études, il commença par occuper un poste de chef de projet et programmeur chez Volkswagen. Bien qu'établi en Allemagne, il a gardé le contact avec son ancienne patrie. Il a rencontré par hasard Mohamed Cherif Kiran de Ténéré Voyage. Ce fut le début d'une profonde amitié. Tous deux étaient passionnés par le désert et Majid souhaitait aider le prince Touareg à survivre à la guerre civile algérienne. C'est de là que partit l'idée de le faire venir à la Bourse internationale du tourisme de Berlin. Ce fut un succès. On pouvait admirer de vrais Touaregs dans la foire. Ce fut un tel événement, voir de près ces fiers guerriers. L'intérêt pour le désert algérien était grand. Aux questions de l'insécurité qui y régnait, Hadj Mohamed répondait simplement « Écoutez, chez nous, c'est la paix. Il y a 1800 km entre Alger et Berlin et 2500 km entre Alger et Djanet. Alors, voyez-vous, vous êtes plus en sécurité à Djanet qu'à Berlin. » Lorsque l'opportunité de participer à une expédition dans le sud de l'Algérie s'est présentée en 1993, suite aux activités de l'ITB, Majid s'enthousiasma. Il s'agissait d'aller voir les peintures rupestres de l'âge de pierre de Tassilin Adjer.
Il devait prendre place dans l'appareil de malheur lorsqu'il a aperçu des assiettes en plastique abandonnées dans le sable du désert. Lorsqu'il revint vers l'hélicoptère, la portière était déjà fermée. L'hélicoptère décolla dans un tonnerre de rotors. Majid s'en est sorti sain et sauf. Il était vivant. Il vivait la vie qu'il avait reçue en cadeau. Pourquoi lui, se demandait-il sans cesse, et pas les enfants du pilote? Il y avait des jours où il aurait voulu faire l'échange, mais ce moyen de payer sa dette, d'exprimer sa gratitude envers la vie était impossible. Dans les années qui ont suivi, Majid entra en contact avec un certain nombre de scientifiques extraordinaires. Le professeur Bernd Senf, qui exerçait alors à la FHW de Berlin, le présenta à un cercle de personnes qui travaillaient sur la végétalisation du désert. Leurs travaux prenaient appui sur les théories et les technologies de Victor Schauberger et Wilhelm Reich. Au cours de l'hiver 1996-97, Majid et Bernd Senf se lancèrent dans une première expédition de 2 semaines dans le Sahara avec le professeur Bernd, dans le but d'explorer la faisabilité d'un projet personnel. Majid avait réussi à se faire ouvrir quelques portes au sein du gouvernement algérien de l'époque, et des projets communs prenaient forme. Bernd Senf, Demeo et Majid avaient déjà rédigé à l'époque un mémorandum sur la végétalisation du désert. Une deuxième expédition était prévue pour le mois d'août 1999, avec cette fois-ci la participation de James Demeo, un scientifique américain qui avait déjà réussi à mettre fin aux grandes sécheresses en Namibie en 1992-93 et en Érythrée en 1994 grâce aux technologies de Wilhelm Reich. Mais les troubles en Algérie avaient repris et James Demeo annula sa participation au voyage. Ne disposant plus du soutien du gouvernement du fait des bouleversements politiques en Algérie, Majid se lança néanmoins tout seul dans quelques petits projets, fondés sur les connaissances et la technique de Plocher, notamment dans le but de revitaliser des cours d'eau dans le nord de l'Algérie. Il construisit la première station d'épuration ésotérique, comme il la désignait à l'époque, au bénéfice de 20 000 habitants de Zeralda, près d'Alger. Cette station fonctionne encore aujourd'hui à la perfection, sans électricité ni apport d'énergie. Les habitants locaux ont ainsi pu recommencer à se baigner sans risque d'infection. Mais le rêve d'un authentique projet de revégétalisation dut être reporté sine die, vu la situation politique catastrophique. En 2003, une sécheresse extrême frappa l'Algérie et certains autres pays du sud de l'Afrique. Le gouvernement algérien envisageait déjà d'importer de l'eau potable par tankers. « Tu ne peux pas rester les bras croisés », dit sa femme à Majid. Mais il n'y avait pas de solution de la part du gouvernement algérien. Pas d'argent, pas de mission. « Mais tu ne peux pas rester sans rien faire, lui dit-elle. Il n'y avait pas de base légale. La guerre civile touchait à sa fin et traverser le pays avec un engin qui ressemblait à un canon anti-aérien aurait été une façon sans doute élégante de se suicider. « Mais tu ne peux pas !» Les doutes de Majid furent balayés. Même si l'opération n'a que 1% de chance de réussir, c'est déjà beaucoup. C'était de la folie, mais c'était faisable. C'est le désert qui avait donné une seconde vie à Majid Abdelaziz. Il allait maintenant la lui rendre. La famille avait acquis des terres en 2004 dans un endroit isolé, en forme d'œil, près du Djebel Amour, à proximité du lieu de naissance de sa femme, entouré par des falaises et accessible uniquement par 2 gorges creusées par l'érosion dans la roche. Facile à contrôler, peu visible de l'extérieur, les terres appartenaient jusqu'alors au gouvernement, étaient gérées par la municipalité d'El Hawita et étaient traditionnellement pâturées par les nomades locaux avec leurs troupeaux de chèvres et de moutons. Majid y construisit un cloudbuster,
ainsi que d'autres éléments grâce à sa formation universitaire de Berlin. L'opération météorologique fut un succès. Au bout de seulement 2 heures et demie, les premiers nuages s'étaient formés et 5 heures après, le ciel était noir et parsemé de lueurs. Une demi-heure plus tard, il pleuvait. D'autres opérations suivirent à Janan. Dans un rayon de 100 km, le climat se normalisa. Il plut tellement que les barrages se remplirent bientôt à ras-bord. C'était la fin de la sécheresse de l'Algérie. Et le début de quelque chose de plus grand. Majid est resté à Janan. Avec l'aide de sa belle-sœur Fatima Bellami et de son mari, il planta des olives, des pommes, des rangées de casuarinas pour arrêter le vent. Il a semé des céréales, planté des pommes de terre et des salades. Les précipitations se sont maintenues à un niveau élevé grâce aux 2 stabilisateurs de nuages qu'il avait installés. Il pleuvait tellement et si fort que les surfaces basses se transformaient en partie en lacs, que les masses d'eau emportaient les pommes de terre fraîchement plantées. Les premières années, des affrontements fréquents se produisirent avec les nomades qui conduisaient leurs troupeaux à travers les champs fraîchement plantés. De longues et âpres négociations furent nécessaires pour que le chef de tribu accepte de soutenir l'expérience à Janan. Bernd Senf a suivi le projet depuis l'Allemagne, comparant minutieusement les messages de Majid sur les opérations météorologiques avec les images satellites de l'Algérie et les messages des stations météorologiques. Il rédigea le rapport suivant sur le projet. Extrait d'un documentaire sur le projet en Algérie dont l'original a été rédigé en anglais par Bernd Senf, puis traduit par Harald Kautz-Vella. Au départ, en 2004, il n'y avait rien que du sable et des pierres. Il régnait en général une atmosphère pesante et étouffante, tout juste supportable en été. Pas de nuages, pas de pluie, pas de plantes, pas de ruisseaux ni de lacs. On discernait à peine les falaises alentour du fait de la brume, et le paysage avait des couleurs ternes. C'est ce que montrent des photos et des vidéos. Il a fallu franchir les premières étapes, à savoir le forage d'un puits de 65 mètres de profondeur pour trouver de l'eau souterraine, puis le pompage de cette eau vers la surface. La deuxième étape a été la construction d'un bassin de 5 mètres sur 5 en plan de masse, profond de 1,50 m, ainsi que l'installation de quelques appareils pour revitaliser cette eau et à la maintenir vive et en mouvement. En troisième lieu, un cloudbuster très simple a été construit et mis en service. Il était composé de 10 tuyaux d'environ 4 mètres de long chacun et de tubes flexibles en fer de 10 mètres de long chacun. Et il fallut construire une petite maison pour héberger quelques personnes. Les premières opérations Cloudbuster commencèrent en juillet 2005, avec seulement 4 tubes, avant la mise en œuvre, le dispositif complet tel qu'il est décrit ci-dessus. Des nuages se formèrent, et la première pluie tomba le jour même quelques heures plus tard. Majid mit également au point un appareil qu'il appela stabilisateur de nuages destiné à retenir les nuages au-dessus du terrain, de manière à donner de l'ombre au paysage. Une fois ces opérations effectuées, l'atmosphère devint cristalline, comme les vidéos le montraient clairement. On voit ici une vue d'ensemble du Cloudbuster, du stabilisateur de nuages et du petit bassin. L'image satellite du 7 juillet montre clairement des formations de nuages au-dessus de Janan qui se déplacent loin vers l'est en gagnant en densité. Et l'atmosphère, une fois purifiée, on peut à nouveau contempler les pittoresques couchers de soleil qui faisaient la renommée du désert quelques années auparavant. En parallèle au travail décrit, Majid, Maya et leurs assistants locaux, pour la plupart des membres de la famille de Maya, ont commencé à défricher le sol pour cultiver des légumes et planter des arbres. Il a fallu retirer beaucoup de pierres et de rochers, en utilisant pour cela des équipements lourds. Il a fallu fertiliser le sable avec des semences et incorporer autour des racines des arbres des substances énergisées
ayant pour caractéristique une grande capacité de rétention d'eau. Grâce à la pluie et au recours facile à l'arrosage à partir du bassin, les plantes se sont mises à pousser. Tous les légumes possibles et inimaginables ont poussé de manière fantastique, de même que les premiers arbres. Mais il y eut des revers, comme le vol d'une pompe motorisée avec, pour conséquence, un arrêt des apports en eau pendant une période prolongée, causant la perte des arbres les plus petits. Il a donc été nécessaire d'engager un gardien, de construire une petite maison pour le loger avec sa famille et lui permettre d'élever quelques animaux pour subvenir à leurs besoins, moutons, poules, chiens. En outre, un deuxième bassin d'eau, 10 mètres par 10 et 1,50 m de hauteur, a été construit en haut de la colline pour améliorer l'irrigation. En ce qui concerne le reverdissement du désert, d'autres opérations Cloudbuster ont été conduites à la mi-janvier 2006, en juillet 2006 et en janvier 2007, suivies chaque fois de formations nuageuses et de pluies impressionnantes. Le stabilisateur de nuages évoqué ci-dessus a fonctionné sur de longues périodes. Il est parfois arrivé que les lacs se forment à proximité du projet et l'herbe et les buissons dessinent un tapis de verdure. Tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent s'est passé avant que je ne visite moi-même le projet de végétalisation du désert avec ma compagne Sibylle du 22 juillet au 2 août 2007. Nous n'avons pas été surpris de ce que nous avons vu, car nous avions été en relation avec Majid et Maya, qui nous communiquaient des photos et des vidéos, et aussi en observant les images satellites de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée. Avant notre venue à Laghouat, personne n'avait eu l'idée d'opérations de type météorologique. Les images satellites et les cartes météo montraient l'absence de nuages et des températures élevées autour de la Méditerranée et en Afrique du Nord. Au cours de notre vol vers Alger, on pouvait observer à partir de Milan une épaisse couche de dore des Alpes jusqu'à la côte algérienne. Cependant, sur le vol d'Alger vers Laghouat, nous avons été surpris de constater que le paysage était très vert par endroits, avec des cultures, des arbres verts et de l'herbe en plein été, situation très inhabituelle par rapport à d'autres pays méditerranéens. C'est ce que j'avais constaté lors des voyages que j'avais faits au printemps, en été et en automne depuis 40 ans, qui, pour la plupart, subissaient la sécheresse, y compris pendant l'été 2007. Près du projet d'El Hawita et dans les environs, l'atmosphère était inhabituellement limpide avec des couleurs chatoyantes, très différentes en cela de la couche brumeuse de dore qui recouvre largement les pays méditerranéens depuis 20 ans. Peut-être était-ce une conséquence de la catastrophe de Tchernobyl. Auparavant, ces régions avaient eu un ciel bleu profond et de vives couleurs. Nous avons retrouvé ce ciel bleu profond et sans nuages lorsque nous sommes arrivés à El Hawita et ses environs. Alors même qu'il faisait 38 degrés dès midi, nous n'avons pas été incommodés, contrairement à ce que nous aurions ressenti dans une atmosphère d'or avec la même température. Il reste encore quelques problèmes techniques à résoudre avant que l'appareil Europe ne soit pleinement opérationnel. Un autre appareil comportant 10 tubes passifs a été construit et relié au bassin supérieur, dirigé vers le zénith alors que le premier Cloudbuster s'abaissait de l'ouest pendant quelques heures de la journée. Il n'était pas possible de travailler la nuit, car il n'y avait pas de maison où se loger, et faire du camping aurait été trop dangereux. Chaque soir, nous regardions les images satellites de Laghouat et constations qu'une couverture nuageuse se formait à l'ouest de notre projet, jusqu'au Maroc. Le 29 juillet, le lendemain de la mise en service complète des appareils, des nuages blancs magnifiquement structurés se sont formés au-dessus de notre région. Et le 30 juillet, un gros nuage sombre s'est formé et les premières gouttes de pluie sont tombées. La mise en service complète a montré une ceinture de nuages partant du Maroc, au nord-ouest de l'Algérie, et remontant jusqu'à la zone de notre projet et Laghouat. Avec Sibylle, nous avons quitté l'Algérie le 2 août sans avoir observé par nous-mêmes de pluie intense. Majid et Maya sont restés 2 semaines de plus et en l'espace de 2 jours
ont construit un nouveau Cloudbuster plus performant. 2 jours après sa mise en service, une couverture nuageuse importante s'est formée en quelques heures, déclenchant des pluies intenses. C'était le 10 août. J'ai documenté tout cela avec des images satellites et des cartes météorologiques grâce à Maya et Majid présents à Hawita, Laghouat et environ. Au cours des semaines suivantes, les images satellites ont montré des nuages et de la pluie sur le Maroc, le nord de l'Algérie et parfois la Tunisie, comme s'il s'agissait de vagues ou d'impulsions successives se dirigeant d'ouest en est. Le ciel des autres pays méditerranéens était le plus souvent sans nuages, sans précipitations, et ces régions subissaient la canicule. En l'absence de précipitations, le sud de la Grèce connaissait de terribles feux de forêt à cette époque. Vers la mi-septembre, les appareils qui fonctionnaient quelques heures par jour ont été mis hors service. En quelques jours, les nuages et la pluie ont perdu en intensité puis ont complètement disparu. On voit ici le nouveau Cloudbuster à 10 tubes achevés et sa mise en place sur le site. Pour ceux qui doutent encore de l'efficacité du Cloudbuster, cette vidéo a été réalisée lors de la première opération et documente la percée, le moment où l'énergie accumulée depuis des années se libère entre le ciel et la terre. Le phénomène météorologique a duré toute la nuit, mais il s'est produit uniquement au-dessus du Cloudbuster. Le lendemain matin, la machine a été retrouvée couchée sur le sol. Une rafale de vent l'avait fait tomber. Janan, le nom que Majid a donné à son jardin paradisiaque, va bientôt entrer dans sa 7e année. Le climat de la région est stable depuis la première opération en 2005. Il pleut suffisamment, les réservoirs sont remplis et la nappe phréatique a gagné 30 mètres. Le prix des truffes du désert est passé de 80 à 8 € le kilo. Les habitants de la région remercient Allah, et c'est bien ainsi. Majid peut ainsi travailler en toute tranquillité. Jusqu'à présent, Janan était un projet privé. En 2011, un nouveau cycle doit commencer et le projet doit s'ouvrir vers l'extérieur, montrer au monde ce qui est possible et apprendre aux personnes intéressées comment faire. Pour ce faire, un 2e bâtiment a été construit sur le site, qui servira de hangar pour le matériel, mais aussi de logement d'accueil pour les invités. Les murs extérieurs sont en place. Le toit et l'aménagement intérieur ont été commandés. Il s'agira du dernier bâtiment conventionnel sur le site. Au cours de l'année 2010, des appartements construits avec des sacs de sable et des dômes de type sac à poussière seront ajoutés. Un premier pas vers une réponse globale à la question de savoir comment nous vivrons à l'avenir. Durabilité, simplicité, proximité avec la nature et efficacité à tous les niveaux. Janan s'enrichit d'un hectare de vignes. La saison dernière, Majid a réduit la culture maraîchère au profit de l'arboriculture. Les arbres sont plus faciles à entretenir, mieux adaptés à l'objectif principal de microclimat que les cultures maraîchères. La question des réfugiés commence également à être traitée, et pas seulement sous l'aspect des haragas, travailleurs saisonniers employés à temps partiel dans les champs de Majid pour quelques jours ou quelques semaines.